Allez, je vous le disais, innovation et santé au programme de la séquence qu'on démarre maintenant. Je suis aux côtés de Rodolphe Pfeffer, directeur général du groupe Lépine. Bonjour, Bonjour, bienvenue merci. dans notre cercle, ici sur la plateforme du Club Excellence. Et puis bonjour Jérôme Geoffroy, Bonjour. DAF et CDO de Silcare. On est bon? Exactement. Et voilà, sur la stratégie digitale notamment pour Exactement. Silcare. Alors déjà, je vais commencer Jérôme, Silcare, pourquoi ce nom? Et puis m'expliquer un peu. Silcare, donc c'est une société qui est spécialisée dans les sciences de l'audition. Donc dans les sciences de l'audition, dit audition et donc oreille. Et dans l'oreille, il y a ce qu'on appelle les ciliés qui nous permettent de recevoir le son. Donc Silcare, Et le effectivement. care, prendre soin des Et alors, cellules ciliées. que faites-vous chez Silcare? Chez Silcare, donc je suis directeur financier en charge aussi de la stratégie digitale. Et au sein de Silcare, donc comme je l'ai précisé, on a cette volonté bien sûr de travailler sur les sciences de l'audition, détecter, trouver des médicaments pour aider les patients qui ont des troubles de l'audition, que ça soit sévère ou moins sévère, de la synaptopathie ou je dirais aussi tout ce qui va être associé aux acouphènes. Silcare depuis combien de temps? Silcare existe depuis 2014, qui a été Ok. créé par 3 fondatrices. On est à Montpellier et également basé à Boston. Ok. Bon, pour Lépine, groupe Lépine, c'est un petit peu plus vieux, je crois. Oui, en effet, un petit peu plus vieux. 1700, non? 1714, Voilà. 300 ans. Au départ, c'est donc Antoine de Lespinaze, un Suisse qui fuit les guerres de religion et qui vient ensuite s'installer à Lyon, là où l'industrie de la soierie est florissante. Et il vient, en tant que rémouleur, s'installer en tant qu'artisan pour aiguiser les lames. Et puis très rapidement, au début du 19e siècle, dès que la chirurgie a démarré, à ce moment-là, les chirurgiens se sont orientés vers lui, vers la maison Lépine, pour fabriquer des instruments chirurgicaux. Et c'était le début de l'industrie de santé chez Lépine. Et alors aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, je co-dirige donc l'entreprise avec Valentin, mon frère. On s'est orienté sur le monde prothétique. On fait des implants articulaires. Et notre volonté, c'est de restaurer la qualité de vie des patients. Et pour cela, on leur redonne de la mobilité. Donc des prothèses de hanche, des prothèses de genoux. Et puis depuis peu, l'épaule et la main qui font qu'on est dans le dégénératif du patient âgé. Alors on parle de progrès aujourd'hui, c'est la thématique ici à BPI France Innogénération. Pour cette 10e année, j'imagine et je le sais, l'innovation, la R&D chez vous c'est très important. Comment vous la déployez? Donc, l'innovation, elle se situe à 3 niveaux aujourd'hui chez Silcare. La première niveau, on a une partie qui s'appelle une plateforme de R&D. Donc on essaie d'identifier des molécules et leur action. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième innovation qu'on souhaite apporter, c'est des nouveaux traitements qui vont permettre de soigner des problèmes auditifs. Et donc là, on imagine comment développer au mieux des nouveaux médicaments. Et donc ça passe aussi par l'innovation, pas simplement d'utiliser un process. Et comment on peut optimiser, comment on peut trouver, une fois de plus, les bons patients avec la bonne, je dirais, problématique que l'on souhaite traiter. Et on arrive sur la dernière dimension, qui est ce qu'on appelle l'auditory analytics, qui nous permet cette fois-ci d'utiliser l'innovation, les plus dernières innovations, pour intégrer, je dirais, cette dimension data dans notre stratégie collective de la société, que ce soit au quotidien, mais aussi que ce soit pour cette innovation, soit de la plateforme, soit de la clinique, en utilisant des données patients qui vont nous permettre de mieux cibler, une fois de plus, le bon traitement pour la bonne personne. J'ai la même question, Rodolphe, sur Et le groupe Lépine. l'innovation, elle porte sur les implants pour restaurer la qualité de vie, mais elle porte aussi sur d'autres problématiques plus globales, notamment les problématiques de ressources planétaires. Il se trouve que c'est un élément qui nous tient à cœur avec Valentin, c'est de prendre en compte qu'on met beaucoup de métal et beaucoup de produits pétrolifères dans le corps humain aujourd'hui. Et donc l'innovation basée à la fois sur notre savoir-faire technologique sur les implants et à la fois sur toute la recherche biologique où on travaille les placentas, c'est de fusionner ces deux savoir-faire pour en essayer d'innover et de trouver le matériau de demain, la prothèse de demain qui sera d'origine plutôt biologique ou matériaux biosourcés. Alors justement, on fait comment? Vous avancez comment sur le sujet? Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un laboratoire qui va réunir l'ensemble de nos savoir-faire, l'ensemble de nos départements de R&D, à la fois sur les parties test et sur les parties conception, pour travailler et essayer de fusionner, et pas de travailler en îlot, mais plutôt travailler sur le matériau de demain. Et de votre côté, comment vous intégrez les enjeux environnementaux dans vos process R&D, innovation? Donc, de notre côté, pour tout ce qui est innovation et responsabilité, je dirais, de l'entreprise, c'est une société qui a 10 ans, mais qui a toujours considéré ce sujet comme un élément critique dans la roadmap.
Pour la partie, par exemple, plateforme, R&D plateforme, on est déjà à imaginer qu'est-ce que va être l'innovation de demain et comment on peut identifier des molécules sans utiliser un modèle animal. On utilise ce qu'on appelle des organoïdes, par exemple des petits organes qui vont nous permettre de tester des molécules sans utiliser des animaux. On est par exemple aussi dans la partie therapeutics, les nouveaux composés qu'on développe dans notre pipeline. On fait ce qu'on appelle des analyses du cycle de vie, qui sont d'ailleurs sponsorisées, c'est par la BPI, en tout cas qu'on nous demande de réaliser, qui nous permettent d'imaginer le composé, même si on est dans des phases très très early dans le process. Aujourd'hui, on va rentrer en phase humaine, je dirais l'année prochaine, sur un de nos composés. On analyse dès à présent de la conception à la fabrication, à la commercialisation, l'impact de ce composé dans la structure et dans le mode de fonctionnement de demain de l'entreprise. Et le dernier pilier qui est sur tout ce qui va être analytique, eh ben on essaie une fois de plus d'analyser l'impact, puisqu'aujourd'hui, peut-être qu'on le sous-estime, mais l'impact de l'analytique aussi est fort sur l'environnement, avec tous ces serveurs qui sont utilisés derrière. Donc il y a une réflexion pareille, comment la data est utilisée aujourd'hui dans l'entreprise et comment on l'utilise sainement, entre guillemets, pour éviter aussi que ça ait des impacts dur, puisqu'on sait qu'on va mobiliser beaucoup de ressources énergétiques pour faire des calculs. Et toujours sur ce sujet de l'innovation, j'imagine que vous êtes dans un secteur où tout est un petit peu plus long parfois. Dans la santé, faut être patient. C'est une qualité. Alors, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la réglementation qui s'est durcie, notamment en Europe. La volonté d'améliorer les produits et que pour les patients, les produits les plus sûrs. En effet, l'accès marché est plus près de 10 ans que ce qu'il était sous la directive à l'époque, qui était plutôt entre 4 et 6 ans. Mais pour autant, ce sont des process qui sont maintenant maîtrisés et sur lesquels on essaye, notamment par l'analyse de la data clinique, d'améliorer constamment nos produits. Et l'IA, qui est une ressource qui va arriver dans le futur, va nous permettre d'aller plus vite sur ces parties-là. Même question sur le temps qui peut être long dans votre secteur. Effectivement, le temps est long et le temps, surtout dans la partie innovation, c'est de l'argent. Donc, il y a une composante à intégrer qui est effectivement comment maximiser. On a deux niveaux, je dirais, chez Silker. La première qui est en interne, c'est comment on va utiliser les dernières innovations. On parle beaucoup de ChatGPT, on va dire l'AI générative, qui va pouvoir être utile à toute l'organisation pour gagner en efficacité, en simplification de process, etc. Donc ça, c'est un premier volet. Et par contre, après, on a un deuxième volet beaucoup plus profond, c'est comment on va utiliser la data pour, une fois de plus, accélérer, pour trouver les bons patients. Et donc là, il y a plein de méthodes. Aujourd'hui, c'est un champ assez vierge où l'analyse de l'audition est très peu, je dirais, établie dans les modes de fonctionnement. Nous, on veut le remettre à l'heure du jour, parce que c'est une vraie problématique de santé mondiale qui est certainement sous-estimée et sur lequel on souhaite vraiment avoir un impact. Donc là, on va utiliser tout ce qui est possible en notre possession, je dirais, travailler sur la data, travailler sur l'innovation, comment utiliser des composés pour répondre à cette problématique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc on utilise tous les moyens pour accélérer en tout cas la recherche en termes de méthodes et en termes d'outils. Et de data, je vais à intelligence artificielle. Qu'apporte l'intelligence artificielle, par exemple, chez vous, au niveau du groupe Lépine? Alors déjà, on a fait le diagnostic avec BPI pour faire passer un expert au sein de l'entreprise. Et plus l'expert passait dans les services, plus on s'est rendu compte que l'IA pouvait avoir des solutions pour aider nos collaborateurs. On se rend compte que c'est une révolution. C'est une révolution comme la robotisation dans les ateliers mécaniques. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre des emplois, c'est plutôt de l'aide, de la préparation d'analyse de data. On a des exemples assez concrets qui sont apparus. Le premier, c'est par exemple de préparer quand on fait de la veille juridique ou de la veille d'articles scientifiques, la data peut être résumée et discriminée pour que ensuite les experts puissent analyser sans avoir à tout analyser. De la même manière, quand on fait de la revue de dossiers de production, on se rend compte que c'est des tâches qui sont très rébarbatives et l'IA a un gros intérêt, c'est qu'elle peut discriminer l'ensemble de la documentation, sortir les dossiers de lot qui peuvent posséder des erreurs et derrière les experts vont là intervenir pour corriger ou en tout cas apporter des corrections sur le dossier. Donc l'IA est une vraie révolution dans l'entreprise. Et le diagnostic BPI a été en tout cas extrêmement profitable pour l'entreprise. Jérôme, l'IA, vous l'exploitez comment?
Pareil, déjà, c'est une genèse qui est assez récente dans dans la société. Pareil, on a pu s'appuyer sur le diagnostic AI qui est proposé par la BPI. C'est un système très intéressant pour une société de tout ordre. Je dirais que ça soit peut-être dans notre dimension de l'innovation, mais aussi peut-être dans d'autres secteurs divers et variés. Donc s'appuyer là-dessus, qui nous a permis surtout d'avoir ce qu'on appelle les use cases, qui vont nous permettre en tout cas de définir quels sont les axes d'amélioration sur lesquels on souhaite travailler et mettre en place. Ensuite, nous, on a pris le train très très rapidement. On a très rapidement monté des équipes en interne avec des data scientists, avec des data engineers, travailler vraiment sur cette dimension. On avait de la compétence qu'on souhaitait avoir en interne pour éviter d'avoir le syndrome peut-être qu'on trouve dans certains cas sur l'AI, c'est la black box. Donc on gère vraiment toute notre solution, je dirais, de A à Z. Après, on a des sous-traitants, bien évidemment, mais surtout, on veut la compétence en interne pour pouvoir l'utiliser au sein de tous les départements. Et comme je disais tout à l'heure, on va l'utiliser de façon très précise pour des études cliniques. On a énormément de data, donc on sait faire des choses très puissantes, mais également au quotidien dans nos équipes de la plateforme R&D pour les aider à travailler plus simplement, plus rapidement et avec aussi limiter les risques. Rodolphe, j'ai une question. Quand on a 300 ans et qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, il y en a eu des révolutions. Et comment une entreprise peut, avec une aussi longue expérience, on va dire, s'adapter? Il faut constamment adapter un peu le business model. Je pense que le propre d'une entreprise, c'est d'être agile. Et on a rencontré des crises, on a rencontré des guerres dans ces 300 ans. Puis aujourd'hui, on a rencontré des baisses tarifaires, on rencontre des évolutions réglementaires qui peuvent modifier le portefeuille produit. L'ensemble de ces contraintes ou de ces externalités, qu'elles soient positives et négatives, le propre d'une entreprise, c'est de les anticiper, à la fois dans son innovation et aussi dans sa stratégie. Il se trouve que l'Épine, depuis toujours, a voulu intégrer verticalement l'ensemble des procédés, que ce soit sur la partie fabrication ou sur la partie des traitements des tissus biologiques. Et en intégrant l'ensemble de ces savoir-faire, c'est une des manières d'être résilient. On a vu que pendant la Covid était phasée, que les phases commerciales étaient différentes si on était en Asie ou si on était aux États-Unis. Et le fait d'avoir une répartition des ventes à l'international ou alors d'avoir un savoir-faire qui dépend peu de sous-traitants, ça nous permet d'être plus résilients et de passer les crises les unes derrière les autres. Et donc de s'adapter aux différentes évolutions qui peuvent arriver pendant ces 300 ans et pendant les prochaines années à venir. Et les prochaines années, déjà aujourd'hui, l'international, c'est un sujet important pour tous les deux. Quelle est votre stratégie pour vous implanter ailleurs qu'en France, Jérôme? Silcare est présent sur l'ensemble du globe même, du fait de cette approche innovante, mais en particulier sur les États-Unis. On a pris une option qui est de travailler avec un partenaire aux États-Unis sur lequel on s'appuie, qui a le contact et qui a aussi les référencements. On est souvent associé à des normes, donc il faut qu'on travaille dans un environnement qui soit très normé, qui a aussi un coût. Donc la meilleure option était de trouver le bon partenaire avec qui on a une relation qui est établie, pas simplement de sous-traitant, de dire ok, vous faites ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est maîtriser aussi ce partenariat avec un échange, avec du staff sur place qui permet d'intégrer notre savoir-faire, le savoir-faire du partenaire. Et comme ça, on grandit plus vite, puisque les territoires étrangers comme les États-Unis nécessitent un vrai savoir-faire que les Américains maîtrisent. Donc on a voulu s'appuyer sur cette expertise, mais une fois de plus, bien maîtriser aussi la collaboration et le partenariat avec beaucoup d'échanges. Je terminerai un petit peu sur cet aspect. Nous aussi, aujourd'hui, on est beaucoup plus que les États-Unis, on est sur le Japon. Et ça passe aussi par beaucoup de collaboration, beaucoup d'échanges partout, sur tous les forums, pour créer le bon contact, la bonne relation et toujours travailler ce contact et cette relation et travailler sur la confiance. Pour répondre à la question côté l'Épine, d'abord la stratégie internationale, l'export, ça a toujours été dans l'ADN de l'entreprise. Depuis les années 90, on a toujours travaillé à essayer de ne pas avoir les œufs dans le même panier. Donc de développer des marchés sur des produits, sur des contrées Amérique du Sud. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on a arrivé à développer dans 60 pays. Aujourd'hui, on a 10 filiales. Ça permet, tout à l'heure on parlait d'externalité, ça permet aussi de rester, d'étaler les risques. Quand vous avez des risques de perte de marché pour des raisons de contraintes réglementaires ou de contraintes financières, l'avantage d'être étalé sur plusieurs territoires, vous lissez un petit peu les baisses d'activité et donc vous rendez l'entreprise plus résiliente, plus solide pour la suite.
sur l'international, comment la France est vue sur le secteur de la santé est-ce que, comment on se situe, nous, par rapport au reste, peut-être aux Américains, à l'Asie? L'innovation française est très fortement Je reconnue. veux dire française et européenne. Oui, Je vais aller un peu européenne plus large, dans sa ouais. globalité, mais on est quand même des belles nations en termes d'innovation. Je pense qu'il y a une évolution depuis une dizaine d'années sur le visage, en tout cas de l'innovation qui vient de France. C'est quand même très solide. On a des forces académiques qui sont de plus en plus reconnues. On a des ambassadeurs, je dirais, qui ne sont pas uniquement en France, mais qui sont aussi dans les pays étrangers, dans les universités, donc qui ont amené cette expertise et cette puissance, je dirais, du modèle innovatif en France, français. Donc on est reconnu comme des grands innovateurs. Après, des grands développeurs, c'est aussi un sujet. Et pour cela, il faut savoir se financer. C'est là où on est peut-être un peu plus bloqué aujourd'hui, c'est aller chercher le financement. Je vous vois approuver, Rodolphe. Oui, en fait, si on regarde alors, dans le milieu orthopédique, les concepts qui sont aujourd'hui commercialisés sont à 90% tous conçus en France, dessinés, designés en France. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la France est un territoire d'innovation. On a en plus des solutions financières comme le CIR et la BPI qui nous aident à continuer à développer. Après, la mise sur le marché, l'accès à la mise sur le marché, ça peut être un sacerdoce. Et là, se trouvent des solutions des fois où les startups se font phagocyter pour aller développer sur les États-Unis ou sur d'autres contrées où l'accès est plus facile. J'ai un dernier petit sujet ensemble, c'est le recrutement. Vous êtes dans des métiers de pointe tous les deux, avec j'imagine des expertises très spécifiques. C'est difficile le recrutement, pas forcément. Même chose, comment en France, sur ce sujet, vous vous sentez ? Je dirais qu'on est nous dans une phase de croissance. On a recruté énormément depuis 2-3 mois. On a plus d'une dizaine de collaborateurs qui nous ont rejoints. Donc il y a un tissu où il y a des experts aussi, des gens qui cherchent à intégrer, je dirais, Silker. On n'a pas spécialement de difficultés. Les gens sont bien formés et surtout on a une marque, en tout cas Silker, qui est reconnue et qui est de plus en plus reconnue, surtout avec les derniers accords qu'on a pu signer et qui attire. Et je pense qu'aussi depuis que les 3 fondatrices ont créé Silker, elles ont amené aussi une vision, un état d'esprit qui fait que les gens adhèrent au projet. Et souvent, on voit la différence entre certaines entreprises, c'est surtout la vision, le management et l'ouverture qui permet aussi de fidéliser, parce qu'il faut recruter, mais aussi la première priorité pour nous, c'est de conserver le staff et qu'ils puissent s'exprimer dans les meilleures conditions. Et ensuite intégrer des nouvelles personnes pour qu'elles aussi puissent s'exprimer au mieux. Rodolphe ? Alors, nous, il se trouve que les ressources humaines, c'est un point important sur l'entreprise, dans le sens où c'est un vrai réservoir de savoir-faire. On est 500 collaborateurs, donc la formation fait partie intrinsèque de l'entreprise. On a un système de formation, on prend énormément d'apprentis. Le but étant de toujours renouveler, de toujours avoir un réservoir de personnel pour pouvoir faire évoluer l'entreprise et l'accompagner dans sa croissance. Un tout dernier mot, c'est quoi votre définition du progrès ? Qui est la thématique cette année pour Big ? Alors le progrès, c'est une question philosophique. On pourrait entendre juste innovation. En tout cas pour nous, Valentin et moi, la notion de progrès, c'est de fait d'innover des produits qui répondent aux attentes des patients. C'est le premier point, et c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Mais il faut prendre en compte aussi les problématiques environnementales. Demain, on a donc les ressources planétaires qui sont en diminution. On a la volonté de réduire nos impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'ensemble de ces contraintes, elles doivent être prises en compte dans notre innovation. Et le progrès, c'est bien l'assimilation de l'innovation en tenant compte de toutes les externalités négatives ou positives. Jérôme, le mot de la fin sur le progrès ? Je dirais dans la même direction, c'est vraiment avoir un impact pour le bien commun. Je pense que c'est aussi ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on dit tech for good, vraiment cet aspect. On fait de la tech, super, mais on veut avoir un impact positif sur l'humanité. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Jérôme, merci Rodolphe, bonne continuation à tous les deux, Merci merci beaucoup. d'être venus dans notre cercle et je vais moi laisser la scène dans un instant pour une séquence consacrée à l'intelligence artificielle. 2 experts vont venir prendre ma place, de la promesse au REI, le défi de l'impact de l'intelligence artificielle à l'échelle. C'est parti.